Bonjour, aujourd'hui je vous parle du test Wilcoxon pour données appareillées. Le test Wilcoxon, c'est l'équivalent du test T pour échantillon appareillé, mais c'est l'équivalent non paramétrique. Pourquoi est-ce qu'on utilise le test de Wilcoxon? On peut l'utiliser sur les distributions non normales ou dont on ne connaît pas la distribution, et on peut l'utiliser sur les données de type 1. Un exemple de publication dans le domaine, c'est Effect of Daily Work on Students' Memorization Ability in Piano Education. C'est une étude qui a essayé de démontrer qu'on pouvait apprendre plus au piano si on faisait des études, un petit peu d'études chaque jour, au lieu de beaucoup d'études une journée. Donc, ils ont utilisé le test de Wilcoxon pour mesurer la différence entre les connaissances au pré-test et au post-test des étudiants en musique. Alors, pour les besoins de la cause, j'ai inventé un problème pour vous montrer comment effectuer le test Wilcoxon à la main. Alors ici, on a les données de plusieurs élèves et on a leurs statistiques concernant les livres empruntés en septembre et les livres empruntés en juin. Alors au pré-test, qui est en fait le nombre de livres empruntés en septembre, on a un nombre de livres et au post-test qui représente le mois de juin, on a un autre nombre de livres. Alors, quand on a notre grille comme ça, tout ce qu'on a à faire, c'est de calculer la différence des écarts pour commencer. Alors, prenons l'enfant A. Au pré-test, il empruntait 5 livres. Au post-test, il empruntait 10 livres. On a donc une différence de plus 5. On répète l'opération avec tous les autres enfants et ça nous donne des différences positives ou négatives. Ensuite, calculons le rang pour chaque différence. Ici, prenons mon enfant C. Il a emprunté 10 livres au pré-test et 10 livres au post-test, avec une différence de 0. C'est ma plus petite différence, mais vu qu'il n'y a pas de différence, on n'enseigne pas de rang. On passe à l'enfant D. Il a emprunté 4 livres au mois de septembre, 3 livres au mois de juin, avec une différence de 1. 1, c'est ma plus petite différence. Quand on enlève les signes, on doit mettre en ordre les différences. Alors, on a ma plus petite différence, c'est le 1. Ensuite, on a l'enfant E avec 2. On a l'enfant B avec 3. Quand on arrive au 4e et 5e rang, on a 2 élèves qui se partagent le rang, soit l'enfant A et l'enfant F. On additionne donc 5 plus 4 et on divise par 2 pour donner un rang partagé de 4,5 pour les deux enfants. On continue jusqu'à ce qu'on ait terminé d'assigner un rang à chaque enfant, sauf bien sûr l'enfant C qui n'a pas de différence. Ensuite, on additionne les rangs positifs et les rangs négatifs. L'hypothèse nulle postule que les sommes vont être égales si on note pas de différence entre les livres empruntés en septembre et en juin. Alors, on regarde la somme des rangs. Je vous rappelle qu'on parle des rangs qu'on a assignés à chaque enfant. Alors, on avait le rang 3, 1, 2 et 7 qui étaient des rangs négatifs pour un total de 13. Et on avait les rangs 4,5, 4,5 et 6 pour les rangs positifs pour un total de 15. Alors, on voit que 13 et 15 ne sont pas le même nombre. Alors, à première vue, on ne peut pas confirmer l'hypothèse nulle. Mais ce qu'on veut savoir, c'est cette différence-là, est-ce qu'elle est significative? Pour trouver la réponse, il faut standardiser et trouver Z. Et oui, on parle du même Z que sous la courbe normale. Alors voici la formule qu'on va utiliser pour trouver Z. SR+, c'est la somme des rangs positifs qu'on a calculé juste ici. N, c'est le nombre d'enfants dans notre étude. Dans ce cas-ci, c'est 8. Alors, je vous sauve le calcul que j'ai fait dans mon salon. Et ça nous donne 0,420. C'est inférieur à la valeur Z critique de 1,96. Ce résultat n'est donc pas significatif à un seuil de significativité de 5%. Je sais ce que vous vous dites. C'est bien beau tout ça, Sarah, mais comment va-t-on le faire sur SPSS? Je vous amène dans le monde d'SPSS. Ici, je prends un exemple différent. La première fois, on a pris une distribution qui était non normale. Cette fois-ci, on va utiliser une échelle de Likert, qui est une donnée de type 1, donc on ne peut pas utiliser de test paramétrique.
Ici, j'ai 2 examens suivis par des étudiants, 25 étudiants. Je vais descendre. On voit que j'ai 25 élèves qui ont passé les 2 tests. Ce que je voulais mesurer, en fait, c'est le niveau de stress des élèves avant les 2 examens. Alors, au premier examen, il n'y a aucune manipulation qui a été, aucune intervention qui a été faite auprès des élèves. Mais avant l'examen B, on a fait un exercice de cohérence cardiaque avant de faire l'examen. Alors, je voulais que les élèves se notent de 1 à 6 pour savoir à quel point ils étaient stressés avant de commencer l'examen. Alors, ici, ils se notaient 1, c'est qu'ils étaient très stressés. Et s'ils se notaient 6, c'est qu'ils n'étaient pas du tout stressés. Alors, ce qu'on espère voir entre l'examen A et l'examen B, c'est une augmentation, en fait, de l'échelle, de la note sur l'échelle de Likert pour les élèves, ce qui indiquerait que leur stress a diminué. Alors, pour ce faire, on s'en va dans Analyse, on descend dans Test non paramétrique, on sélectionne Bas de dialogue ancienne version, 2 échantillons liés, on glisse l'examen A dans variable 1, examen B dans variable 2. Dans Options, on va sélectionner Caractéristiques, parce que pourquoi pas. On sélectionne le test de Wilcoxon et on clique OK. Le premier tableau, les statistiques descriptives, nous donne quelques informations. On voit qu'on avait bien 25 élèves pour le pré-test et le post-test, ce qui est toujours intéressant. Quand on regarde la moyenne des 2 examens, on voit à première vue que la moyenne du 2e examen est plus élevée. Alors, ça pourrait nous indiquer que le niveau de stress des élèves diminue au 2e examen. Mais attendons voir un peu plus loin. Ici, je vois bien le minimum et le maximum qui étaient mon minimum et mon maximum de l'échelle de Likert. Je descends. Test de classement de Wilcoxon. Ici, on voit les rangs. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé des rangs, de l'addition des rangs positifs et négatifs. Ici, j'avais 4 élèves qui ont eu une différence négative. Et quand on a additionné les rangs de ces différences-là, on a eu 29. On a fait la même chose pour les rangs positifs, sauf que j'avais 11 élèves qui avaient des rangs, qui avaient une augmentation, en fait, de leur cote d'échelle de Likert. Et quand on a additionné les rangs positifs, on a eu 91. La 3e ligne ici, c'est pour indiquer les ex-aequo. C'est ceux qui n'ont pas eu de différence entre l'examen A et l'examen B. On parle ici de 10 élèves pour un total de 25. On descend. Test statistique, ça c'est ce qui est intéressant. Alors on regarde la valeur Z et la significativité, et non, on s'approche de la significativité de 0,05, mais on ne l'atteint pas. Alors on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle dans ce cas-ci, on ne peut pas être certain des effets des exercices tels que la cohérence cardiaque avant l'examen. Alors, il faudrait faire d'autres recherches, peut-être avec plus d'élèves ou des gens qui ont une meilleure formation, ou le faire à plus grande répétition. Alors voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup sur le test de Wilcoxon. Joyeuses fêtes!